Vlad pour l'opportunité qu'il m'a donnée pour présenter un travail. En fait, je viens de terminer ce travail. C'est la première fois qu'il va être présenté avant d'être destiné à une publication dans une revue scientifique indexée dans le CNRS. Donc il s'agit en fait de la performance de l'entreprise publique, une étude bibliométrique et perspective de recherche. Une étude bibliométrique sur la littérature, sur la performance de l'entreprise publique, et on va proposer des perspectives de recherche. Au sommaire, on va voir le contexte général de l'entreprise publique et de la performance de cette entreprise, cadre conceptuel et théorique, méthodologie de recherche, surtout comment faire une étude bibliographique, l'analyse des résultats et finalement la proposition des perspectives de recherche. Je commence avec une citation qui est assez récente d'un économiste prix Nobel, Stiglitz, en 2015, qui a repris la question de l'économie publique en insistant sur le rôle de l'entreprise publique en tant qu'un agent qui intervient dans la relation entre l'État et le citoyen. Et il insiste aussi sur cette façon, cette intervention sert à pallier les défaillances de marché, corriger la rationalité limitée des agents et réduire aussi les inégalités sociales pour montrer en fait que l'enjeu de l'entreprise publique, ce n'est pas un enjeu économique mais également un enjeu politique et sociétal. L'importance de l'étude de l'entreprise publique se voit sur deux niveaux. Premièrement, l'atteinte des objectifs de la politique économique de l'État, en ce qui concerne la croissance économique, la création d'emplois. Et deuxièmement, les entreprises publiques fonctionnent dans des services stratégiques et sociétaux. Donc en fait, il s'agit des services, des industries en fait qui sont souveraines pour l'État, ce qui en fait met les entreprises publiques devant l'opinion publique généralement, et donc il y a cette relation avec ce qu'on appelle un citoyen et en même temps il est client. Je commence avec des statistiques en fait qui restent récentes sur l'importance en fait de ce qui se réalise par les entreprises publiques. Donc on a là les 25 plus grandes entreprises publiques dans le monde en matière d'exercice financier, et on voit que les États là ils sont fortement majoritaires dans des entreprises. Je cite que dans les 25 on a 9 entreprises publiques chinoises qui travaillent principalement dans le secteur financier et qui sont fortement en fait classées dans le classement des entreprises publiques. Un deuxième tableau qui concerne en fait l'introduction en bourse. Donc j'ai en fait diffusé le premier tableau pour montrer en fait la réalisation financière qui est faite par les entreprises publiques. Le deuxième tableau sert pour montrer cette question d'introduction en bourse, pour montrer en fait qu'il y a encore le public, les investisseurs privés font confiance en fait à des entreprises publiques. Et là je prends les exemples, je reviens sur les questions que les Chinois ils sont très forts surtout dans les secteurs de tout ce qui est bancaire, assurance et réassurance, et on a bien sûr une présence des États-Unis à travers deux entreprises, Visa sur les transactions financières et General Motors dans le secteur automobile. Troisième élément aussi de réflexion sur la question des entreprises publiques, c'est qu'il y a une omniprésence dans les différents secteurs d'activité. C'est vrai, elle est variante. On a une grande présence dans tout ce qui est activités, services de soutien aux industries extractives. Donc je parle de tout ce qui est produits chimiques, de l'acier. En fait, des activités où le secteur privé ne peut pas faire, en fait, et ce sont des activités, des entités enclins pour faire la démarche au niveau de privé. Partant de ça, en fait, l'objectif ou l'intérêt qui présente cette étude, c'est un double intérêt. Un intérêt théorique, c'est de voir à travers l'étude bibliométrique toute la revue de littérature qui existe et proposer des perspectives de recherche. Et un intérêt méthodologique parce qu'on va utiliser l'étude bibliométrique basée sur ce qu'on appelle une analyse des sujets. Je vais revenir en fait sur la partie méthodologique. Donc là, comme problématique, on a quelles sont les perspectives de recherche issues d'une étude bibliométrique sur la performance des entreprises publiques. Je commence par la définition de l'entreprise publique, et là en fait il y a un grand débat sur cette définition juridiquement et managériale. En fait, au niveau juridique, donc il y a la confusion, et même des pays qui font jusqu'à maintenant la confusion entre entreprise publique, établissement public et administration publique. Là, les définitions, la première définition, je dirais juridique et professionnelle, en fait c'était fait par l'Organisation de coopération et développement économique, l'OCDE, qui définit l'entreprise publique comme étant des entreprises dont l'État dispose d'un contrôle significatif et d'une propriété. Une propriété qui peut être majoritaire ou minoritaire dans le capital d'État. Mais le contrôle, il est très important, le contrôle significatif, et là on parle plutôt de la présence et le fonctionnement au niveau du conseil d'administration. Après 10 ans, une autre définition par une organisation récente mais très forte dans tout ce qui est management public, International Public Sector Accounting Standard, une organisation américaine
qui a pris la même définition, mais il a ajouté un élément qui était toujours un élément de débat, et il a montré que l'entreprise publique, elle a les mêmes capacités comme les entreprises privées, et elle peut atteindre en fait la performance des entreprises privées. Je reviens sur le cadre conceptuel et théorique. En fait, l'existence en fait des entreprises publiques, on a 4 missions principales qui restent en fait des missions classiques pour les entreprises publiques. La première, c'est le monopole naturel, c'est-à-dire lorsqu'en fait on a une entreprise publique qui travaille dans un monopole, là où il serait difficilement en fait de donner en fait ce monopole à un secteur privé. Ou même aussi, c'est que le secteur privé n'ose pas à investir, surtout par des capacités financières et des capacités technologiques dans ce secteur d'activité. Là, je prends les exemples en fait dans tout ce qui est monopole naturel, de transport ferroviaire, des établissements qui travaillent dans tout ce qui est électricité et l'eau. La défaillance des marchés des capitaux, là on trouve que parfois le secteur privé ne fait pas confiance au marché, n'a pas la capacité à prendre le risque, surtout le risque technologique, c'est-à-dire le risque en fait de recherche et développement, ce qui en fait laisse en fait les entreprises publiques prennent en fait ce risque-là. Et là je cite un exemple, c'est l'exemple en fait d'une entreprise brésilienne, Embraer. C'est une entreprise, c'est la première entreprise dans la construction des avions civils. Et c'est une entreprise qui a travaillé sur un secteur qui est fortement risqué. Maintenant, c'est le premier constructeur en Brésil. L'externalité, ça revient en fait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des secteurs parfois en fait là où on trouve une chaîne de valeur, une partie, surtout la première partie qui concerne la transformation de la matière première en production, on peut la déléguer pour le secteur public. Et là, il y a un autre exemple coréen, 4e constructeur de l'acier, une entreprise publique coréenne qui est POSCO, qui a travaillé sur cette passion en fait de tout ce qui est secteur d'acier. Et 4e plutôt élément sur le cadre conceptuel, raison de l'entreprise publique, c'est la question de l'équité. Donc là, on est sur la dimension sociale, c'est-à-dire parfois il y a des régions qui sont marginalisées, qui manquent en fait de quelques services. Donc l'entreprise publique rentre pour faire un travail de proximité et de régionalisation avancée avec les citoyens. Le cadre conceptuel de l'entreprise publique, en fait, il se constitue de 4 théories. La première et la plus importante, c'est la théorie des choix publics. La théorie des choix publics qui est une théorie économique et pas une théorie en fait qui appartient aux sciences de gestion et qui insiste sur cette question qu'il faut avoir une intervention. Donc on revient sur cette question de state-led economy, c'est-à-dire en fait l'économie dirigée par l'État. La théorie des droits de propriété, donc là on est sur un droit en fait de déposer la chose, de l'utiliser et également de fructifier au milieu de cette chose. Théorie des coûts de transaction, c'est très important pour les entreprises publiques parce que pas seulement en fait en matière de réduction des coûts, mais les entreprises publiques ils sont censées par la responsabilité devant l'opinion publique d'avoir un dispositif d'éthique, ce qui en fait laisse ici normalement avoir de lutte contre tout ce qui est évasion fiscale, de lutte contre les fraudes et ce qui va diminuer en fait les coûts de transaction soit ex ante ou bien ex post. Et 4e, un mouvement théorique à partir des années 80, c'est le New Management Public, le nouveau management public. En fait, c'est un mouvement qui a travaillé sur que l'entreprise publique, elle peut avoir la même performance que l'entreprise privée. Et il faut travailler sur une transformation des pratiques de l'entreprise privée à l'entreprise publique en ce qui concerne la gestion des ressources humaines, la stratégie, la finance et également le marketing. Je fais brièvement une comparaison par rapport à la logique webrienne qui existe encore dans les administrations, par rapport à la logique en fait du nouveau management public. Donc là, on est surtout axé sur des objectifs, on s'intéresse à des résultats, pas à des moyens au niveau de l'administration. Également ici, on est pas seulement sur l'organisation scientifique du travail, mais on est sur des procédures, des règles, des ordres qui sont donnés aux ressources humaines, alors qu'ici, on sert en fait à avoir une certaine délégation mais avec un contrôle de proximité pour les ressources humaines. Et ça, bien sûr, ça rentre également dans le cadre ici, on est surtout dans la gestion du personnel, là on est dans le développement du capital humain, donc on n'est pas seulement sur les ressources humaines, mais également sur le développement du capital humain. Des retombées sur toutes les fonctions de l'entreprise, fonctions stratégiques, donc on parle de stratégie, plan d'action. Au niveau finance, on ne s'intéresse pas à la budgétisation, mais également à la transparence
et la comptabilité. Les entreprises qu'on a vues tout à l'heure, qui sont introduites dans le book, ce sont des entreprises en fait qui suivent même les normes de comptabilité des IFRS, donc ce qui montre en fait qu'ils sont en actualité financière. Le marketing public est travaillé sur cette relation citoyen-client et finalement la fonction des ressources humaines. Maintenant, au niveau de la performance, beaucoup de définitions sur la performance, concentrées sur la question de la création de valeur et en même temps l'optimisation des coûts. Pour les entreprises publiques, je retiens en fait une définition que j'ai vue qui était une définition, je dirais, globale et inclusive en fait. La performance correspond à la capacité d'une organisation publique à maîtriser ses ressources humaines, financières et organisationnelles afin de produire une offre de services publics adaptée en qualité et en quantité, répondant aux besoins de ses parties prenantes et générant des effets durables vis-à-vis de son territoire. Donc là, on sort de la logique qui est destinée à des shareholders, à des actionnaires, vers une logique pour les parties prenantes, pour les stakeholders, tout en assumant sa responsabilité sociétale. Maintenant, les modèles de mesure de cette performance, dans la littérature, on a recensé trois principaux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle input, output, outcome. C'est un modèle qui est classique, je dirais, c'est le modèle en fait de la trésorerie. C'est le fait de voir l'analyse des écarts entre les recettes et les dépenses. Deuxième modèle, le modèle économie, efficience, efficacité. On veut dire par économie, c'est la rationalité dans les décisions. Efficience, c'est l'optimisation des coûts. Et efficacité, degré d'atteinte d'un objectif. Et généralement, là, on est surtout dans une dimension financière. Troisième modèle qui est maintenant le plus utilisé, c'est le Balanced Scorecard, le tableau de bord prospectif. Un tableau qui s'intéresse à ce qu'on appelle la performance organisationnelle ou même une performance globale. Donc, 4 orientations. Une orientation client, sur en fait, on essaie d'avoir plus de fidélisation de la clientèle. Une orientation perspective processus interne, approche qualité, capitalisation des bonnes pratiques à travers l'apprentissage organisationnel. Ici, on parle de l'apprentissage organisationnel, donc tout ce qui est développement du capital humain, bonne gouvernance, et finalement la perspective financière qui concerne pas seulement des indicateurs de performance, mais également des indicateurs de risque. C'est-à-dire, on ne cherche pas la rentabilité des capitaux investis, mais on cherche ici d'avoir également un niveau de solvabilité et de liquidité qui va assurer en fait la continuité et la pérennité de l'entreprise. Je tiens à mentionner qu'il y a en fait ici une chaîne de cause à effet entre les 4 parties. Si je prends par exemple au niveau de la perspective apprentissage organisationnel, question d'amélioration continue, améliorer la qualité de travail, donc ce qui va introduire ici des changements au niveau des procédures de qualité, un produit de qualité qui va satisfaire plus la clientèle, donc plus de fidélisation, plus d'acquisition de clientèle, et qui va introduire après en termes de chiffre d'affaires pour la perspective financière. Au niveau de l'entreprise publique, il y a un travail qui a été fait sur la base du Balanced Scorecard, et il était exercé par Moulin, qui a travaillé sur ce qu'on appelle un Public Sector Scorecard. Il a pris les 4 orientations, mais il a ajouté une autre dimension, une 5e, qui est les parties prenantes. La satisfaction des parties prenantes, y compris les usagers ou bien clientèle, l'État en tant qu'actionnaire, et la banque, les fournisseurs et les clients. Je tiens à mentionner qu'il y a des critiques qu'on peut adresser au champ de la performance dans l'entreprise publique. Première critique, c'est un champ théoriquement, il est très séduisant, mais au niveau de la pratique, on trouve beaucoup de difficultés à mettre en œuvre ou à mesurer la performance dans l'entreprise publique. Deuxièmement, la question de la rationalité pure et parfaite. Et là, ça reprend en fait un petit peu sur tout ce qui est gestion de l'information. Donc, beaucoup en fait d'informations maintenant devant les entreprises. Et l'entreprise, il a un exercice en fait de voir est-ce que c'est une information, elle est pertinente d'abord, et est-ce que c'est une information qui est fiable, qui montre en fait une certaine crédibilité. Donc le fait de mesurer, c'est pas gérer. On peut mesurer, on peut avoir un dispositif d'indicateur, mais ça veut rien dire si on n'utilise pas en fait cette information pour prendre des décisions. Également, il y a l'absence de consensus sur les critères de mesure de la performance, donc un débat théorique qui parfois c'est paradoxal. On va revenir sur le Balanced Scorecard dans les perspectives de recherche. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de conflits entre les auteurs qui ont travaillé sur le Balanced Scorecard. Et dernièrement, tout ce qui est rationalité limitée, c'est-à-dire on ne cherche pas à avoir l'idéal de la chose, mais on cherche à optimiser au maximum les moyens. Un travail qui était fait sur cette question de méta-analyse ou de bibliographie, il était fait par Posek en 2004. En fait, il a analysé la performance des entreprises
en faisant une comparaison entre entreprises publiques et privées. Donc sur la base de 89 articles, on a vu qu'il y a plus de 65% qui ont montré qu'il y a plus de performance dans les entreprises privées que les entreprises publiques. Donc ce qui montre en fait, maintenant après 12 ans en fait de cette recherche, de reprendre un petit peu sur les entreprises publiques et de voir sur la question de la performance. C'est l'une des motivations pour entamer cette recherche. Au niveau méthodologie, donc étude bibliographique, c'est une analyse statistique des travaux scientifiques publiés. Là je précise, ce que j'ai pris ici ce sont des articles en fait, publiés dans des revues scientifiques classées, indexées. J'ai pas pris des ouvrages, ni des monographies, ni des actes de communication. Ce sont seulement des articles et j'ai utilisé en fait pour ce faire l'analyse des sujets par année, zone géographique, revue, méthodologie. On va voir que c'est une durée de 30 ans. Entre 1984 et 2014, nous avons recensé 274 publications purement sur la performance de l'entreprise publique, principalement les bases de données qui ont été utilisées, mais je cite en fait la première qui m'a fourni beaucoup d'articles, c'est Business Source Complete, qui était très riche en matière d'articles sur la performance de l'entreprise publique. Les types de revues que j'ai choisis, en fait deux types, des revues qui sont spécialisées dans le management public et des revues qui sont, je dirais pas spécialisées, mais qui traitent en fait le management en général. 3 revues en management général, Academy of Management Review, Academy of Management Journal et Organization Studies. Des revues en fait, Academy of Management Review, premier rang, également Management Journal, Organization Studies, deuxième rang dans le classement CNRS et premier rang dans le classement FNEJ. Les autres, ce sont des revues en fait spécialisées dans le management public. Principalement, la majorité des articles vient de 2 revues, Journal of Public Administration Research and Theory, classe 1, et Public Administration Review, également classe 1 dans le classement CNRS. Maintenant, en termes d'analyse des résultats, on trouve qu'il y a en fait un avènement sur les revues de management public, surtout à partir de la moitié des années 90, mais je sais que la majorité en fait des revues qui sont ici spécialisées, ce sont des revues qui sont relativement récentes, ce sont des revues qui ont été faites soit dans les années 90 ou bien dans les années 2000. En termes de théorie, donc en termes de pourcentage, la théorie des choix publics, elle a pris en fait la part du lion avec un pourcentage de 45% dans les articles analysés, suivi de la théorie des nouveaux managements publics, qui était en fait une théorie, je dirais, en actualité, c'est la mode. Jusqu'à maintenant, en fait, il y a beaucoup d'articles qui traitent cette théorie. En termes de modèle de mesure, donc on était, je crois que c'est une évolution qui est tout à fait logique parce qu'en fait, c'est une évolution également chronologique. Parce qu'on voit que les modèles, le dernier, le récent, c'est le modèle de Balanced Scorecard. Il a pris beaucoup en fait d'intérêt par les chercheurs, soit dans les revues qui sont spécialisées dans le management public, ou bien dans les revues qui sont généralistes. Les méthodes, en fait, les méthodologies qui ont été utilisées dans ce genre d'articles, on était beaucoup plus, une majorité de 91% dans des études empiriques, mais c'était des études empiriques qualitatives, pas quantitatives. Pourquoi en fait la question de l'absence en fait des questions et des articles en fait qui traitent la question quantitative, c'était en fait le fait de la difficulté, généralement toujours citée par les chercheurs, la difficulté de mesurer la performance des entreprises publiques. Les indicateurs, la majorité des indicateurs qui ont été choisis, donc on est le premier en fait reste toujours le return on equity, la rentabilité des capitaux propres, résultat net sur capitaux propres. Après, on a le résultat sur les actifs, résultat net sur actifs, et le taux de croissance du chiffre d'affaires. En fait, c'est de voir en fait l'évolution du chiffre d'affaires, soit dans les 3 ou bien les 5 dernières années. Mais l'utilisation, en fait, c'était surtout pour la rentabilité des capitaux investis dans les revues généralistes. Dans en fait, les pays qui ont représenté un terrain ou un champ d'études pour ce genre d'article, la majorité c'était au Canada, les pays scandinaves, suivi bien sûr de la Chine, c'était tout à fait normal parce qu'on a en fait une batterie des entreprises publiques qui sont très très performantes et qui représentent un intérêt stratégique pour l'État. C'est bizarre de ne pas voir les États-Unis en fait dans le tableau, mais c'est tout à fait logique parce qu'en fait les États-Unis c'est pas en fait, elle est contre en fait le fait d'avoir des entreprises publiques et en fait un investissement public financé par l'État. Maintenant même, il sert à privatiser quelques administrations et quelques services en fait qui étaient normalement des services publics. Donc là, c'est juste en fait un récapitulatif sur les études. Pour terminer sur les perspectives de recherche, donc à partir de tout ce qu'on a vu,
il y a quelques éléments en fait qui mentionnent qui mentionnent des motivations pour les chercheurs afin de faire beaucoup d'efforts aussi sur un effort aussi conceptuel, parce qu'on a des problèmes jusqu'à maintenant dans le concept de la performance. C'est un concept qui n'est pas, je dirais, il n'y a pas une définition décisive en fait de la performance. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup plus un avènement de ce qu'on appelle le concept de business model, la gestion par les ressources et les implications sur la performance. On parle beaucoup de performativité. Performativité, c'est-à-dire pas seulement la performance qu'on peut la mesurer par des indicateurs, mais aussi c'est la capacité, mesurer la capacité de l'entreprise de bénéficier des transformations de son environnement. Donc en fin de compte, c'est comment transformer des crises à des opportunités pour l'entreprise. Et on est là dans une logique, pas de gestion de crise, mais gestion par la crise. Il y a des entreprises qui créent des crises dans des marchés pour avoir des opportunités. Et la deuxième dimension, c'est la dimension en fait de l'excellence, c'est-à-dire on est sur une performance financière, organisationnelle, humaine, économique, managériale, mais aussi environnementale. Donc ça, c'est en fait c'est que l'entreprise a atteint un degré d'excellence sur les différents types de la performance. Deuxième perspective de recherche concerne le Balanced Scorecard. La première version de ce tableau, elle était faite en 92. Après, les mêmes auteurs, Norton et Kaplan, ils ont fait une deuxième version en 95, contradictoire avec la version de 92. Une dernière version en 99, tout à fait contradictoire avec les deux anciennes versions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ils découvrent en fait qu'il y a un problème sur pourquoi le Balanced Scorecard. Est-ce que c'est un tableau qui va servir à constituer ou à établir une stratégie? Est-ce que c'est un tableau qui va servir en fait à avoir des facteurs clés de succès dans un marché? Ou bien est-ce que c'est un tableau qui va servir la dimension temporelle et spatiale? La dimension spatiale, c'est-à-dire entre les niveaux de management, le top, middle and bottom management, et également la dimension temporelle, parce que lorsqu'on parle de management par objectif, c'est pas en fait l'instauration de ce genre de tableau de bord prend énormément de temps, et donc la déclinaison en fait des indicateurs du sommet stratégique vers les opérationnels, elle a un coût en matière de temps pour les entreprises. Dernier, en fait, troisième point plutôt, c'est le point sur en fait une perspective de recherche, c'est l'étude du lien entre la performance et la gouvernance, et donc ça s'inscrit aussi dans mon projet de recherche. C'est le fait de voir en fait comment la gouvernance contribue en fait, ou quels sont les déterminants de la gouvernance qui impactent la performance, soit positivement ou bien négativement. Et donc là, on se concentre sur le fonctionnement de l'organe de gouvernance, conseil d'administration, reddition des comptes et la transparence et diffusion de l'information. Quatrième perspective, évolution de l'entreprise publique. Donc la question de l'évolution, elle est imposée pour les entreprises publiques et privées. Avec la globalisation des marchés, la prolifération des nouvelles technologies d'information et de communication, également la complexité de l'environnement, c'est-à-dire avec les crises financières et économiques. Là, les entreprises sont en fait, en termes stratégiques, ils sont face à deux logiques. Soit une logique qui est évolutionnaire, ou bien une logique révolutionnaire. Une logique évolutionnaire, c'est-à-dire on va aller par un processus graduel en moyen en fait des actions stratégiques, avoir des avantages concurrentiels dans un secteur déterminé pour améliorer la part de marché, ou bien la logique révolutionnaire, c'est-à-dire en fait on va voir des entreprises qui vont utiliser ce qu'on appelle la stratégie océan bleu, de chercher en fait un marché qui est vierge et de créer le besoin chez la clientèle et de commencer en fait à travailler ou à créer des actions. Bon, au niveau privé, il y a beaucoup d'exemples. Je prends par exemple le cas de Apple qui était en fait le fameux exemple sur cette stratégie océan bleu de créer en fait ce besoin technologique chez les gens. Cinquième perspective et dernière de recherche, c'est le concept de la performance managériale. Dans les études que j'ai vues en fait dans ce travail d'études bibliographiques, il y a beaucoup de critiques adressées à la performance managériale. On la décrivait en fait comme étant une performance qui est subjective, c'est-à-dire en fait lorsqu'on demande à un dirigeant de voir, c'est une performance qui est perçue, de dire est-ce qu'il est performant, est-ce que aussi les opérationnels qui sont sous sa tutelle, est-ce qu'ils sont performants ou non. Mais là, ça c'est un point qui mérite beaucoup de réflexion. Mais également il y a la question des managers publics. Les dirigeants des entreprises publiques, ils sont face à un défi qui est important. Ils sont face à un défi de portrait, c'est-à-dire comment on va les choisir.
Et là, je reviens à une étude qui est très intéressante, qui était faite par un professeur à l'IAE de Paris-Sorbonne, donc Franck Bournois, qui a travaillé sur les caractéristiques en fait des dirigeants. Et il a mentionné le coefficient famille, qui est important, coefficient formation. En France, on a Sciences Po, l'ENA, Pont-et-Chaussée, c'est la majorité en fait des gens qui ont l'avantage à avoir des postes dans les entreprises publiques. Et troisièmement, l'appartenance à des partis politiques ou à des représentations syndicales. Parce que dans la majorité des cas, on trouve qu'il y a des dirigeants des entreprises publiques qui ont une autorité mais qui n'ont pas de pouvoir. Il est dirigeant dans les papiers, mais il n'a pas en fait un espace discrétionnaire ou une marge de manœuvre pour prendre des décisions. Je termine en 2 points. Premier point, je crois, comme apport de cette étude, c'est de mettre en fait en éclairage la question de la performance de l'entreprise publique, parce que généralement, soit on s'intéresse au secteur privé ou bien à l'administration. Donc il y avait un vide sur cette question de performance, et également de faire une certaine traçabilité par l'étude bibliographique. Et une limite, c'est la fait en fait de travailler sur une analyse par les références, c'est-à-dire d'inclure également les ouvrages et les monographes, les actes de communication qui peuvent être aussi intéressants. Merci de votre attention. Merci monsieur Bonjour, c'est un exposé extrêmement riche et donc là il nous permet d'avoir un moyen de visibilité plus grande pour l'entreprise publique et sa performance. Donc sa comparaison avec les entreprises privées. Il y a un certain nombre de points qui ont été mis en avant et qui nous interpellent. En particulier donc les entreprises publiques dans le cadre de la fonction régulation de l'État, entreprises en bourse, l'omniprésence du secteur d'activité. Vous avez fait une très bonne revue de la littérature, très riche, très bonne également. Donc les définitions de l'OCDE, de l'IPSAS. Également, on a beaucoup également retenu dans le cadre conceptuel. Monopole naturel, défaillance des marchés des capitaux, c'est-à-dire l'émergence de cette entreprise publique. Et les externalités, les facteurs d'équité également. Les théories sous-jacentes des choix publics, des droits de propriété, des coûts de transaction, et en particulier le New Public Management. Donc le mouvement de New Public Management. Logique weberienne versus New Public Management. Voilà. On a retenu également les différents modèles sur lesquels vous êtes appuyés, input-output, économie, efficience, efficacité, balance, scorecard, une dimension en plus pour le public sector scorecard, donc, et dans la partie pratique, la partie d'études, vous avez donc mis en avant le fait que ce modèle prend beaucoup gagne de l'intérêt, beaucoup d'intérêt. Très riche étude biométrique entre 1984 et 2014, 274 publications dans les revues les plus prestigieuses. Après l'analyse des résultats, des perspectives très également précises également et variées également. Voilà. Je crois que c'est très riche et on a eu l'occasion d'apprendre de vos approfondissements. On a beaucoup appris également. C'est très bien, c'est encourageant. Voilà, on vous remercie. Vite, on va passer à mademoiselle Mechtour pour la présentation suivante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter les principaux résultats d'un travail de recherche qui a été mené dans le cadre de préparation de mon mémoire de master.
en spécialité management des organisations et qui a pour intitulé la communication interne, outils d'amélioration du climat social. Étude de cas Venus-Sapeco. Donc la problématique comprend une question principale qui est dans quelle mesure la communication interne contribue-t-elle à l'amélioration du climat social, et de 3 sous-questions. La première, quels sont les outils de communication interne utilisés par Venus et quelle est la fréquence de leur utilisation? Le personnel de l'entreprise est-il satisfait des pratiques actuelles de communication? Et enfin, les variations de l'absentéisme et du turnover reflètent-elles l'implication du personnel au sein de l'entreprise Venus? Nous avons émis les hypothèses suivantes. La première étant que les actions de communication interne mises en œuvre par l'entreprise Venus-Sapeco, telles que les sessions de formation et la note d'affichage, répondent aux attentes du personnel. La seconde, la variation négative des 2 indicateurs RH révèle une implication du personnel de l'entreprise Venus-Sapeco. Donc, comme je l'ai dit, les laboratoires Venus-Sapeco ont constitué pour nous notre cas pratique. Alors, il faut savoir que c'est une entreprise privée, algérienne, familiale, créée en 1981. Elle est spécialisée dans la fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et elle a récemment intégré la fonction d'emballage plastique. Elle est certifiée ISO 9001 depuis 2003 et ISO 14001 depuis 2008. Avant d'aborder l'aspect méthodologique, une définition des concepts clés que sont la communication interne et le climat social est nécessaire. Donc, Descodin et Igalins définissent la communication interne comme étant un instrument d'adhésion interne aux valeurs de l'entreprise et à sa philosophie. Mais en fait, ce qui en fait sa particularité, c'est sa cible, puisqu'elle est destinée exclusivement aux salariés de l'entreprise. Le climat social, quant à lui, est défini par Cohen-Haigel comme étant le résultat de la comparaison entre les attentes et les perceptions des salariés sur les politiques de ressources humaines, le style de leadership des dirigeants, des modes de management des équipes, ainsi de suite. Donc, concernant la méthodologie que j'ai adoptée pour la recherche, donc j'ai opté pour une démarche analytique descriptive où j'ai procédé à une analyse documentaire pour tout ce qui est les calculs des variations des indicateurs de l'absentéisme et du turnover, mais aussi une enquête sur le terrain où j'ai administré un questionnaire à un échantillon de 60 salariés de l'entreprise. Nous avons opté pour une méthode d'échantillonnage non probabiliste par quota selon la répartition qui suit. Donc les 2 tableaux, la catégorie du personnel, les 3 catégories et le sexe. Donc passons maintenant aux évaluations des actions de la communication interne. Donc j'ai choisi d'évaluer 2 outils que sont l'affichage et les sessions de formation, parce que on a considéré que ce sont les 2 outils qui couvraient une large cible. C'est-à-dire ce sont les seuls outils qui couvrent les 3 catégories de la RH de l'entreprise. Commençons par la note d'affichage. Donc c'est un outil fortement apprécié par la ressource humaine de l'entreprise Venus-Sapeco, puisque 81,81% de notre échantillon, toutes catégories confondues, lui attribue une note supérieure à 3 sur 5. Par ailleurs, 96,36% d'entre eux déclarent consulter régulièrement l'affichage pour s'informer et considèrent que 67,27% d'entre eux considèrent que son actualisation se fait souvent. Donc à partir de ces résultats, nous pouvons constater que les salariés de Venus-Sapeco sont satisfaits de l'outil de communication qu'est l'affichage, puisqu'il répond à leurs attentes. Qu'en est-il de la formation? Donc tout d'abord, la formation est un outil essentiellement destiné à la catégorie des exécutants, puisqu'on comme on peut le voir sur le tableau, sur les 20% qui déclarent participer fréquemment aux sessions de formation, un peu plus de la moitié appartiennent à cette catégorie, c'est-à-dire des exécutants. Par ailleurs, 67,28%
de notre échantillon estiment ne participer que rarement, si ce n'est jamais, aux formations. Donc ça, c'est le premier dysfonctionnement qui a été constaté. S'ajoute à cela que 43,67% de l'échantillon considèrent les règles d'attribution de ces formations justement comme étant pas très claires. Et la formation est l'un des outils les moins appréciés par les salariés, puisque 60%, un peu plus de 60% d'entre eux lui attribuent une note strictement inférieure à 3 sur 5. Nous avons également procédé à l'évaluation de l'implication des salariés, donc comme je l'ai expliqué en tout début, à travers l'analyse des variations des taux d'absentéisme et du turnover. Donc comme on peut le constater sur la première figure, le taux d'absentéisme est relativement faible et ces variations sont négatives. Donc bien sûr, on est conscient qu'il aurait fallu croiser ces données avec la tranche d'âge et le sexe pour avoir plus de pertinence, mais nous n'avons pas eu accès à ces informations. Même constat pour le turnover. Les taux sont assez faibles ainsi que les variations sont négatives. Concernant les perspectives professionnelles des salariés sur un horizon de 2 ans, 56% d'entre eux déclarent vouloir évoluer au sein de la même entreprise, c'est-à-dire au sein de Venus Sapeco, ce qui dénote de leur fidélité à cette dernière. Par ailleurs, 78,18% d'entre eux déclarent être satisfaits du poste actuel qu'ils occupent et les conditions de travail est la première raison pour eux qui explique cet intérêt. S'agissant des relations entre collègues, donc elles sont caractérisées au sein de l'entreprise par l'existence d'un esprit d'équipe, d'entraide et de convivialité. Tout ça tend vers le renforcement de la cohésion et l'implication de la ressource humaine. Donc pour conclure, l'affichage au sein de l'entreprise Venus Sapeco répond aux attentes des salariés, contrairement aux sessions de formation, alors que la formation est un outil incontournable de la communication interne selon Descodin et Igalens. Donc le premier résultat nous permet de confirmer partiellement notre première hypothèse. Le deuxième résultat, les variations de l'absentéisme et du turnover sont négatives, ce qui reflète la forte implication des salariés de l'entreprise. Enfin, pour conclure, donc, nous pouvons dire que les résultats nous ont permis de déterminer la forte implication des salariés de l'entreprise Venus Sapeco, et ces derniers se sentent écoutés, compris par leur manager, mais aussi nous avons pu constater l'existence d'un esprit d'équipe, d'entraide et de convivialité. C'est ce qui caractérise un climat social favorable et ce qu'on peut considérer comme étant une résultante d'une communication interne efficace. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mme Mouchtou pour l'exposé. Là, vous avez présenté, après les hypothèses problématiques, les hypothèses de définition de la communication interne, intégrer la variable climat social en interrogeant les attentes des salariés, également le type de leadership qu'il avait appliqué. Alors vous avez évalué deux déterminants deux outils de la communication interne, l'affichage et les sessions de formation. Pour les trois catégories de personnel, les cadres, les agents de maîtrise et les exécutants. Globalement, satisfaction des salariés concernant l'affichage, insatisfaction des exécutants concernant la formation, sachant que, comme on dit, en fait, la formation appelle la formation. En général, ce sont les cadres qui bénéficient en boucle de formation. Et ça, c'est l'approche classique, traditionnelle de la formation. Attribution de la formation pas très claire, d'après les exécutants.
pour l'implication des salariés et donc leur lien à l'appréciation du climat social à travers les deux indicateurs que sont le taux d'absentéisme et le turnover. Concernant les perspectives professionnelles, vous avez détecté un sentiment de fidélité, une satisfaction des conditions de travail, un relationnel assez positif, d'entraide, etc. Forte implication pour des salariés qui se sentent écoutés, etc. Donc, globalement, vous avez finalement confirmé vos hypothèses. Et donc, nous allons donner la parole à l'assistance qui ont certainement des questions précises. En fait, c'est deux questions que s'adressent à Younes. Je suis désolée, je n'ai pas de questions pour madame, mais c'est peut-être tant mieux. Younes, c'est vraiment deux questions de pure naïveté. Qu'est-ce que tu entends par performance managériale? Est-ce que tu pourrais la définir? Parce que pour moi, en fait, il y a différents types de performance. Il y a une performance qui est économique, qu'on peut mesurer à travers des indicateurs financiers. Après, il y a un autre type de performance qu'on voit très souvent dans la littérature de la RSE, c'est la performance sociale, qui touche beaucoup plus à l'humain. Je me suis posé la question, quand tu parles de performance managériale, alors je suis totalement d'accord avec toi, elle est difficile à mesurer, surtout lorsqu'il s'agit de performance sociale. Et donc en t'écoutant, je me suis demandé qu'est-ce que tu entendais par performance managériale. Est-ce qu'elle est économique? Est-ce qu'elle est sociale? Est-ce qu'elle est socio-économique? Je ne sais pas du tout. Deuxième question, la performativité. Est-ce que tu peux me donner un exemple de performativité? Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'une entreprise va créer une crise, c'est ça, sur le marché. Ce serait très sympathique de ta part si tu pouvais la redéfinir de manière très concise et surtout de me donner un exemple concret pour que je puisse comprendre. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus au niveau de forme. Donc vous avez commencé par contextualiser votre sujet. Ensuite, vous avez fait votre problématique sous forme de questions et vous avez enchaîné par une définition et en quatrième position un ensemble de théories, des approches, et vous avez fini par des perspectives de recherche. Entre-temps, entre le contexte et la problématique, j'ai pas vu comment peut-être vous avez essayé de parler de la littérature autour de cette question. J'aurais aimé, peut-être c'est une autre, c'est pourquoi je dis que c'est peut-être question de la démarche selon votre école, parce que madame a fait aussi exactement comme vous, contexte, problématique, et puis moi je me demande que ce serait peut-être mieux de toujours dire quelque chose par rapport à ce que sur l'existant. Donc la littérature, qu'est-ce que les autres ont dit, et à partir de là, si vous posez votre problématique, on voit tout de suite quelle sera votre contribution par rapport à ce que les autres ont dit. C'est seulement une question d'approche. Et la dernière question que j'allais vous poser, et heureusement que vous avez rappelé ça dans la limite de votre étude, parce que je me disais, mais pourquoi vous avez choisi seulement de traiter que des articles, alors qu'il y a des ouvrages, il y a d'autres sources aussi d'informations, mais à la fin, vous avez considéré ça comme limite. Bon, une question à madame. À un moment donné, bon, je ne me retrouvais plus. Je me suis dit, votre intitulé, c'était communication interne, outils d'amélioration. Ok. Bon, je vais peut-être laisser d'autres questions. Vous avez fait une définition, peut-être il fallait nous expliquer, parce que vous avez pris juste une définition. On ne sait pas pourquoi vous avez pris cette définition-là, alors qu'il y en avait peut-être d'autres. Pourquoi?
je me suis dit, bon, en vous suivant vers la fin, je me suis dit, mais est-ce qu'il fallait peut-être pas changer l'intitulé de la communication? Est-ce qu'il s'agit peut-être pas, vous avez travaillé sur le système de qualité, parce que quand j'ai vu le point sur lequel vous avez fait votre évaluation, c'était plus de la communication, mais vous faites des évaluations sur la formation, je ne sais pas, c'est la formation, c'est la communication. Vous avez cité un nombre d'éléments. Et même si on reste sur votre approche, j'ai pas vraiment compris le tableau que vous avez présenté. Quels sont les éléments relatifs au climat social? Est-ce que vous avez défini des variables qui devaient vous permettre, par exemple, de présenter vos données pour le croiser, pour qu'on comprenne que au départ, il s'agissait de la communication interne et qui pouvait améliorer la performance, si je peux comprendre, parce que je n'ai pas vu comment on pouvait faire le lien entre surtout les éléments quantitatifs en termes de variables que vous avez définies pour... Très bien, merci. Moi, j'ai une remarque en même temps, une question. Alors, comment vous allez mesurer la performance d'un service public, surtout quand on sait que le profit perd son rôle d'indicateur qu'il possède en entreprise privée, quand on sait aussi qu'il s'agit d'un service public, il y a la qualité, il y a aussi le prix qui est symbolique. Alors, je vous remercie pour vos interventions. La première question donc, est adressée à M. Mchallah. Donc, est-ce qu'il existe d'autres critères de mesure de performance à part, donc je pense que vous avez évoqué que le BSS c'est la plus nouvelle, donc la plus nouvelle moyen, plutôt l'outil donc le plus nouveau pour mesurer donc la performance. Donc est-ce qu'il existe d'autres, puisque je ne suis pas, donc vous êtes mieux placé donc que moi, est-ce qu'il existe d'autres critères? Et comme vous avez dit aussi, il est difficile donc de mesurer la performance dans le secteur public ou bien dans les entreprises publiques. Est-ce que le BSS donc c'est un moyen pour les entreprises donc publiques pour donc mesurer leur performance malgré que donc le BSS englobe des critères qui sont plus qualitatifs? Ma deuxième question donc, est adressée à Mademoiselle Radia. Plutôt, c'est des remarques. Donc, d'un côté, donc, vous dites que, premièrement, la majorité des questionnaires donc, étaient adressés aux exécutants. Donc, 70%, d'après que j'ai remarqué, 70% donc, du questionnaire donc, a été adressé aux exécutants. Alors que vous dites que 43% de ces exécutants donc, disent que la formation n'est pas claire pour eux. Et d'un autre côté, donc, vous dites que 77% de ces exécutants donc, sont satisfaits pour les postes qu'ils occupent. Donc vous ne trouverez pas pour les postes qu'ils occupent. Donc vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine contradiction entre donc celle-là et celle-là. La deuxième remarque, c'est que vous dites que le turnover et le taux d'absentéisme, donc vous avez dit qu'ils sont des critères qui justifient l'implication, donc puisqu'ils ne sont pas des taux élevés, qui justifient l'implication du personnel dans l'entreprise. Alors que nous savons que ces exécutants donc, travaillent dans une entreprise privée. Donc, ce sont des exécutants. Donc, est-ce qu'on peut dire, parce qu'ils travaillent dans une entreprise privée, parce qu'ils n'ont pas donc l'opportunité donc ou l'occasion de travailler dans des entreprises publiques. Ce qui veut dire donc qu'on ne peut pas prendre en considération donc le turnover et le taux d'absentéisme donc comme un critère de satisfaction du personnel. Très bien. Et merci. Oui,
Allez-y, Mademoiselle. Alors, moi j'ai deux questions pour Younes. Ce sont plutôt des questions de curiosité. Je fais partie des personnes qui ne savent pas la différence entre entreprise publique, administration publique et établissement public. Du coup, c'est quoi les critères qui nous permettent de différencier ces trois services publics? La deuxième question, en fait, porte sur la création des crises. En fait, je ne comprends pas trop le concept. Au cours de ma licence, j'ai eu un professeur qui a eu à parler de ça et ça m'a fait rire. Pourquoi créer une crise dans un environnement paisible? Ça sert à quoi, en fait? La première, c'est beaucoup plus technique. C'est la méthodologie utilisée dans l'étude bibliométrique. Donc, tout d'abord, sur l'extraction des articles et des bases de données. Parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais je suis toujours confronté à des problèmes de format, de taille, des variables et tout ça. Et comment vous avez fait est-ce qu'il y a un logiciel pour après le traitement? Est-ce qu'il y a un logiciel pour faire des rapprochements avec les revues CNRS? Donc, est-ce que vous l'avez fait avec des mots-clés? Est-ce que vous avez fait des liens avec article par article? Donc, ce n'est pas facile, je sais, mais juste vous dites la méthodologie des points clés. La deuxième question, juste pour l'entreprise publique. J'ai vu, moi, dans les cursus de droit administratif, l'entreprise publique, généralement, soit entreprise publique administrative, donc c'est les établissements généralement, c'est comme les collectivités locales, collectivités territoriales, ou la fonction publique, ou la fonction hospitalière, où il s'agit des EPIC, donc des entreprises publiques à caractère industriel et commercial. Et c'est là beaucoup plus, il y a l'enjeu de rationalité, de rentabilité et de poser. Donc je pense que dans la revue de littérature, est-ce qu'il s'agit des EPA ou des EPIC? Troisième question, c'est beaucoup plus, peut-être vous avez plus d'infos que sur pourquoi cette ampleur pour le modèle de Kaplan et l'organisation organisationnelle, avec 4 pôles, avec interdépendance de toutes les variables, avec une démarche configurationnelle. Donc ça rend le travail de mesurer la performance très compliqué, mieux qu'en plus dans une entreprise publique. S'il s'agit peut-être dans une entreprise privée, il est abordable d'appliquer cette méthode. Donc, pourquoi je pense que je vais faire ma question. Ma deuxième question, c'est pour la dame. Justement, juste peut-être un conseil, juste pour le turnover et le taux d'absentéisme. Justement, comment vous l'avez calculé? Donc, est-ce qu'ils sont donnés comptables dans le tableau de bord de l'entreprise? Donc, justement, c'est le cas. Donc, il faut bien différencier qu'il s'agit de quel absentéisme. Est-ce qu'il s'agit de justement. Donc, c'est quel absentéisme? Parce que quand on parle de l'absentéisme, on a généralement trois catégories réglementaires. Donc, il s'agit des absences liées aux maladies professionnelles, des maladies, on appelle ça des maladies précises, si je me souviens de mots juridiques. Il y a des absences de longue durée, il y a de plusieurs absences. Même cas pour le turnover. Donc, il s'agit de quel turnover? Est-ce qu'il de fin d'année, des retraites, de turnover, des démissions, donc de départ volontaire, d'abandon de poste peut-être? Est-ce qu'il s'agit aussi de turnover interne, donc mobilité horizontale ou mobilité verticale? Donc s'il s'agit d'une promotion. Donc c'est vrai, la variable est considérée comme turnover, mais la personne, le collaborateur, il est promis dans un autre poste. Donc ça réfute l'hypothèse que la communication ou la gestion des ressources humaines, c'est juste pour c'est une variable quanti, ma question. Mais merci pour la... Younes, et j'ai réagi sur son travail, une encyclopédie de référence, tellement celle que je me perds parfois, je n'arrive pas à suivre. Mais je pense qu'il y a quand même un travail, souci de saisir totalement l'espace de réflexion qui a été mobilisé autour de telle ou telle question. Juste un élément, c'est le Balance Scorecard qui a évidemment beaucoup fasciné beaucoup d'analystes, mais il est tombé sous le feu de la critique depuis quelques années, sérieuse.
et en particulier de la part de tous ce qui sont le courant que j'ai mentionné ce matin, évolutionnisme, et d'autres, où il y a des présupposés qui ne sont pas toujours vérifiés. Tout ce qui n'est pas codifié tombe-t-il sous le balance code 4. On a tout ce qui est le tacite, tout ce qui n'a pas encore été saisi par les éléments quantitatifs. Est-ce qu'on peut le traduire facilement dans le balance code? Donc c'est simplement pour dire qu'il y a quand même des gens qui prennent leur distance par rapport à cet outil, et ça reprend je crois que c'est la même, hein, à peu près la même. Donc il y a beaucoup de critiques. Alors il faut peut-être aussi les intégrer ou les observer pour voir en quoi ce nouvel apport, et elles sont récentes, ça date de 2013-2014, il y a eu une grosse reprise, et notamment il y a un travail de Lundvall d'ailleurs qu'il faut regarder, et Nielsen, que je pourrais vous passer, sur comment est sont perçues les limites de cet outil. Okay, ça c'est simplement pour les donc une communication intéressante. J'aurais aimé que ça commence par ce qu'on appelle dans le jargon académique par des faits stylisés. Hein. Vous nous entraînez directement dans l'hypothèse et au cœur du sujet, alors que vous n'avez pas pris le temps de nous introduire d'une manière un peu smooth, comme disent les Anglais, d'une manière progressive et de telle sorte qu'on puisse être imbibé de la problématique. Je trouve qu'il y a cette partie qui a été, peut-être elle a été supposée, mais on ne la voit pas. C'est tout de suite on est venu aux hypothèses et au Vénus Sabego. Je pense qu'il y a quand même toute une partie de fait stylisé pour dire bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Il faut peut-être le décrire et le décrire en termes très empiriques, très descriptifs. Hein. C'est ça les faits stylisés en fait. Hein. Et ça peut amener le lecteur à peut-être mieux entrer dans le sujet et mieux percevoir pourquoi ces hypothèses et ne pas se poser des questions par la suite telles que pourquoi la formation est-elle forcément un outil de communication interne. Ok. Donc ça c'est un aspect. Maintenant c'est l'aspect des monosources. Quand vous utilisez une seule source pour fonder votre raisonnement, comme vous le savez, ça a des limites. Ça a des limites parce que, je l'ai dit ce matin, ce sont des modèles qui ont été construits et conçus dans des environnements autres et ils ne sont pas forcément toujours valables pour notre environnement. Donc il faut peut-être aussi, quand on a un travail fondé sur une monosource, prendre la distance et en mesurer les limites avant d'en faire un usage. Okay. Et là, on a l'impression que vous le trouvez intéressant, vous l'appliquez. Et il y a aussi beaucoup de critiques et de faiblesses qu'il faudrait. Hein, il faut en mesurer les faiblesses. Okay. Voilà. Question sur les deux actions de communication qui ont été choisies, la formation et l'affichage. Pourquoi? Donc nous avons voulu, on sait tous que le climat social est la conséquence d'une satisfaction des salariés. Donc, et moi j'ai voulu évaluer la satisfaction des salariés par rapport à la communication interne pratiquée au sein de l'entreprise. C'est un aspect. Je sais que le climat social est plutôt un phénomène multidimensionnel et qu'il intègre plusieurs dimensions. Alors, moi j'ai pris une seule de ces dimensions, c'est la communication interne, et j'ai voulu évaluer le degré de satisfaction des salariés par rapport à la communication interne. Pour cela, j'ai pris deux outils de la communication interne qui sont l'affichage et la formation. J'ai dit la raison pourquoi, c'est parce qu'elle couvre l'ensemble des catégories de la ressource humaine. Et comment évaluer le degré de satisfaction de l'affichage? J'ai mis en place 3 critères. Certes, ils ne sont pas exhaustifs, mais je rappelle que c'était un mémoire de master. Donc j'étais assez limitée par le temps. Donc les 3 critères concernant l'affichage, c'était l'actualisation de l'affichage et la consultation, s'il était consulté ou non par les salariés, parce que qui dit consultation, ça veut dire crédibilité.
de la source informationnelle. Ça veut dire qu'ils préfèrent avoir recours à l'affichage plutôt qu'aux rumeurs ou autres outils de communication interne. Et bien sûr, l'appréciation personnelle, c'est-à-dire la note qu'ils attribuent à cet outil. J'ai fait la même chose pour la formation. C'était les 3 critères, c'est-à-dire s'ils participent oui ou non, si pour eux les règles de participation étaient claires et l'appréciation personnelle. C'est 3 critères que j'ai mis en place, qui sont critiquables certes, pour évaluer la satisfaction des salariés par rapport à ces outils. Et pour revenir à votre question, je crois que j'ai du mal à m'exprimer. Donc le tableau croisé concerne, j'ai parlé des exécutants. C'est les exécutants qui participent le plus aux formations. Pourquoi? Là, on revient à la nature des formations. C'est des formations assez techniques. Donc, c'est pour ça que c'est les exécutants qui sont le plus concernés. Mais après, le reste des résultats, ça concerne l'ensemble de mon échantillon. Et pas uniquement les exécutants. Par exemple, l'intérêt au travail, c'est l'ensemble de mon échantillon. Idem pour leur fidélité, perspective d'évolution. Je ne me suis pas concentrée uniquement sur les exécutants. Et je crois que c'est tout. Concernant le turnover et l'absentéisme, je l'ai mentionné, je sais que ce n'est pas assez pertinent de la manière comment je l'ai présenté, mais c'est par manque d'information. J'ai pas eu accès à l'information. C'était d'ailleurs la difficulté majeure que j'ai eue au cours de mon stage. Les indicateurs, ces indicateurs, les taux, on m'a fourni uniquement les taux, et c'est moi qui ai calculé les variations. On me les a fournis après maintes et maintes demandes. Donc c'est pour cette raison que j'ai pas pu développer mon analyse. Je suis consciente de ses limites. Et je crois que c'est tout. Je vais commencer par question par question. La première sur la performance managériale. Ce qu'on veut dire par la performance managériale. La définition qui est retenue dans les articles en fait de la performance managériale, c'est-à-dire en fait comment un supérieur hiérarchique va évaluer ses collaborateurs. Donc, elle est basée sur ce qu'ils font les entreprises, entretien annuel d'évaluation, appréciation 360 degrés. Donc là, c'est ce que je veux dire par la performance managériale. C'est très peu cité dans les articles que j'ai vus. La majorité, c'était une performance financière, plutôt une performance organisationnelle, une performance globale qui inclut cette partie sur environnement RSE, sachant bien que, bon, RSE, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que il y a maintenant des entreprises qui sont obligées par la loi d'atteindre des indicateurs de RSE. C'est le cas en fait en France ou en Union européenne. Donc là, c'est pas de la performance. C'est pas un effort qui fait l'entreprise pour avoir une clientèle ou pour avoir une part de marché, mais c'est un effort qui est fait par l'entreprise pour être réglé en fait avec la loi. Donc là, la logique, c'est pas la même chose. L'évolution, la question de la performativité et faire le rapport avec la gestion par la crise. Actuellement, je crois que il y a une nouvelle génération de problématiques devant les entreprises, en général. La question de la complexité, le monde virtuel et tout ça, en fait, ils ont créé de nouvelles problématiques qui sont différentes par rapport à la problématique, ancienne. Je prends des exemples sur la question qu'on m'a dit, il y a une démarche qui est déterministe, c'est-à-dire l'entreprise, elle va rentrer sur un marché, elle va voir ce qui se passe au niveau du marché, elle va travailler sur un alignement dans les pratiques. D'autres, ils vont décider d'avoir une approche qui est volontariste, c'est-à-dire créer leur propre marché. Je prends toujours l'exemple de Google, qui était une entreprise de moteur de recherche. Il a commencé par 2 personnes, maintenant on est plus de 55 filiales sur différentes applications et des requêtes. Donc l'extension de marché, il était très excellente. Et la gestion par la crise, c'était quoi? C'était la question qu'on va créer des filiales dans chaque pays et on va essayer de verrouiller les marchés pour que personne va être des concurrents, on va créer des concurrents pour notre entreprise. Je crois maintenant il y a le même exemple, je crois il est suivi par Apple, surtout avec la concurrence avec Samsung. Sachant bien que Samsung elle est dans une logique d'imitation
mais il y a en fait certains mécanismes de verrouillage, soit par des affaires judiciaires dans quelques pays, par des contrats avec des pays, des contrats je dirais même d'exclusivité, comme quoi vous allez utiliser Apple, vous n'allez pas faire rentrer Samsung en tant que fournisseur. Donc c'est ça en fait le concept que je veux dire par une gestion par la crise. C'est pas le cas traditionnel qui était par exemple dans les sociétés de ciment, c'est-à-dire on fait une spéculation, parfois on attend que les tarifs ils vont augmenter et on va utiliser notre marchandise. Non, mais là la logique c'est que on essaie de créer des crises intangibles et de bénéficier après sur le long terme. C'est un investissement sur le long terme. Sur la forme de présentation de l'article, j'ai rien inventé. En fait, tous les articles ils sont présentés de cette manière. Présenter un contexte général, partir sur un cadre théorique, méthodologie, résultats, interprétation et peut-être que le point que vous avez cité, oui c'est vrai, je crois la problématique, il y avait un chevauchement entre la problématique et entre le cadre. Mais je l'ai fait exprès parce que c'est une présentation, c'est pas l'article. C'est une présentation, donc j'ai dit qu'il faut faire aussi un effort pédagogique pour initier les concepts d'abord, pour dire c'est quoi une entreprise publique, pour dire c'est quoi la performance, pour montrer l'intérêt de recherche pour les entreprises publiques. Parce qu'il y a jusqu'à maintenant, il y a des chercheurs qui ne sont pas intéressés par l'entreprise publique, et il y a même des praticiens qui ne sont pas intéressés par l'entreprise publique en tant qu'entité qui va créer des valeurs. Donc le fait de montrer les tableaux au départ, comme quoi il y a un intérêt financier, il y a un intérêt d'existence, il y a un intérêt stratégique, c'était fait juste pour un cadre pédagogique, mais au niveau de l'article, j'ai fait autre chose. Différence entre mesure et évaluation, c'est très intéressant. Là, ce qu'on veut dire, en fait, la mesure dans ce que je trouvais en fait dans la littérature, c'est une partie de l'évaluation. C'est une partie pourquoi? La mesure de la performance, là, on est orienté vers des indicateurs, quels que soient des indicateurs Conti ou Cali. L'évaluation dans ce domaine de l'entreprise publique, elle concerne plutôt l'évaluation des politiques publiques. Donc pas de l'entreprise publique. Mais c'est-à-dire, lorsque j'ai une stratégie par exemple de tourisme, qui vise à avoir 20 millions de touristes ou à développer l'infrastructure touristique, ça c'est une politique publique en fait, qu'on peut évaluer, est-ce qu'on a atteint les objectifs ou non, quels sont les modes de modification. Ça peut être changé même avec, on sait parfaitement que dans nos pays maghrébins, un changement ministériel fait énormément de choses dans les politiques publiques. Et la mesure, non, la mesure c'est de travailler sur des questions qui peuvent être opérationnelles, des indicateurs qui sont très très simples, le TCAM, le taux de croissance, de chiffre d'affaires, qui peut être calculé par n'importe quelle personne, mais lorsqu'on va développer cette information, on va remonter cette donnée, et le développer comme étant information, et après elle devient une connaissance, c'est là où on peut parler d'une évaluation de politique publique. Mais ça en fait, ça explique aussi que la performance de l'entreprise publique, il n'est pas lié seulement à ce genre d'outils, mais elle est liée aussi à la question des rôles de l'État. Le chapitre qui va être publié dans l'ouvrage, en fait, qui va sortir prochainement, j'ai travaillé sur cette question des rôles de l'État et j'ai proposé 4 rôles en fait de l'État dans l'entreprise publique. Un rôle de stratège, c'est-à-dire l'État qui va poser une stratégie générale et elle va essayer une stratégie économique, donc en fait d'avoir des objectifs économiques. Un rôle d'actionnaire, donc elle cherche une rentabilité financière, elle cherche des dividendes après à distribuer et elle cherche un retour sur investissement. Un rôle de contrôleur, et on trouve différents types de contrôle par rapport à chaque entreprise, pas seulement le contrôle habituel, le contrôle de gestion, le contrôle interne, mais le contrôle, est-ce qu'il va être fait par exemple lorsqu'on a un contrat public-privé. Là, le contrôle, il est différent que s'il est avec contrat avec une administration publique. Et dernier rôle, c'est le rôle de régulateur, c'est-à-dire comment l'État travaille à travers l'entreprise publique à divulguer des valeurs d'éthique, à divulguer des valeurs de lutte contre la corruption et de lutte contre la fraude. Ce n'est pas le cas dans pas mal de pays en voie de développement, c'est tout à fait le contraire. Parfois on voit la corruption, elle est très élevée dans le secteur public que dans le secteur privé. Mais ça amène aussi à étudier un point qui est intéressant. J'ai oublié de le dire en fait dans les perspectives de recherche. Franchement, on a besoin, surtout dans les pays maghrébins qui ont commencé à travailler sur la privatisation, à faire des études d'impact de la privatisation. Parce que jusqu'à maintenant, on a dit on va faire la privatisation pour financer l'État, on va faire la privatisation pour améliorer la performance de ces entreprises. Mais moi personnellement, je vois lorsqu'on prend un monopole de l'État et on le donne à un monopole privé,
c'est franchement c'est la création de ce qu'on appelle la Banque mondiale le capitalisme de connivence, crony capitalisme. C'est-à-dire en fait ça va faciliter la corruption claire et nette au niveau d'un secteur d'activité. Et généralement, soit en Algérie ou en Maroc, j'ai remarqué qu'il y a dans le processus de la privatisation, il y a une étape qui était délaissée, c'est l'étape de la délibéralisation des secteurs. C'est-à-dire, avant que je vends le monopole, une entreprise à un investisseur privé, il faut déjà commencer à délibérer le secteur. Et je crois que c'était un exemple éloquent au Maroc, surtout dans le secteur de télécommunications. Je crois qu'il y avait d'autres exemples en Algérie, mais c'est cette question. Après, il y a l'investissement, parce que je vois le Maroc, Algérie, et je fais une comparaison aussi avec la Tunisie sur une question qui est importante. C'est qu'il y a des industries jusqu'à maintenant, je dirais, ou même des services, où il y a des entreprises publiques qui font faillite et qui font des pertes, mais l'État ne peut pas les laisser. Et par contre, en fait, ils vont vendre des entreprises qui sont très très performantes. Donc, c'était le cas au Maroc, c'est qu'on garde jusqu'à maintenant la Société nationale des radios-télévisions, ça se compte, personne ne la voit, en fait, c'est ridicule. Et on vend des sociétés de télécommunications qui sont maintenant, je dirais, ce ne sont pas des entreprises, mais ce sont des entreprises transnationales. Là où ils sont omniprésents en Afrique, ils sont omniprésents dans des pays arabes. Là, en fait, le seul pays qui a fait libérer ce secteur des médias, c'était la Tunisie, mais après la Révolution. Donc là, c'est juste pour rentrer sur la façon de la performance. Différence entreprise publique, administration, établissement. Ce que j'ai pris ici, c'est vrai, c'est les EPIC. Donc ce sont des entreprises publiques destinées à des affaires d'industrie et de commerce. Il y a deux types de différenciation. La différenciation juridique, les entreprises publiques, et c'était le cas de ce qu'on a choisi ici, ce sont des SA. Donc c'est pour ça que j'ai vu qu'ils ont des introductions en bourse. Donc c'est-à-dire on peut avoir des entreprises, là il y a une participation de l'État de 20%, mais c'est une participation qui est très forte, parce qu'en termes de prise de décision, l'État est là, des administrateurs dans le conseil d'administration, elle intervient dans l'établissement de stratégie, donc là la société, c'est des sociétés anonymes. Après, établissement public, c'est un établissement, en fait c'est le même statut de l'entreprise publique, sauf que ici c'est à 100% par l'État, il n'est pas privatisé, et également là on ne cherche pas un but lucratif. C'est le cas des établissements, par exemple, de tout ce qui est centre hospitalier de santé ou même les universités d'éducation et de formation. L'administration publique, là, c'est un champ en fait qui rentre dans la fonction publique. Au niveau juridique, la différence, c'est que dans l'administration publique, on ne trouve pas que des gens qui sont nominés, mais on trouve des gens qui sont élus. Le cas des collectivités territoriales ou bien des mairies. Il y a un secrétaire général qui est un fonctionnaire qui est nominé, mais le maire, il est toujours à la question de l'élection. Donc ça montre aussi là cette question sur la légitimité en fait de l'administration par rapport aux entreprises publiques. Et je fais la différence tout simplement en fait en Maroc ou en Algérie. Une différence, c'est que les entreprises publiques, ils sont sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, et les établissements publics, c'est généralement le ministère de la fonction publique, tout ce qui est collectivité territoriale. Après, pour la méthodologie, oui, c'est vrai, en termes d'étapes, c'est 2 ans de préparation. Donc, en termes d'étapes, premièrement, j'étais un petit peu sélectif sur la façon de choisir, parce que j'ai choisi franchement des articles là où il y a dans le titre performance de l'entreprise publique, soit en français, soit en anglais. J'ai pas choisi en fait des articles qui ont touché le sujet en quelque sorte. Non, mais c'est des articles qui sont purement pour le sujet. Mais les 274, ça peut être 500 ou 600 si j'ai choisi en fait l'ensemble des articles que j'ai trouvés. Donc là, c'était la sélectivité en termes d'articles, de titres d'articles. Les bases de données aussi, c'était important. Le traitement, j'ai essayé de voir par les logiciels. NVivo aussi, bon, j'ai dit pourquoi pas l'utiliser, mais après, en fin de compte, j'ai trouvé qu'il n'est pas mieux que Excel. C'est facile, ça prend du temps. Mais en fait, on a la maîtrise sur tous les articles. Le travail il était fait article par article, donc en fait, à cas par cas pour voir les auteurs. C'est pour ça en fait ça a pris beaucoup de temps en termes de préparation, et ce qui ne m'a pas encouragé à voir les ouvrages.
à ne pas faire l'analyse à ne pas voir l'analyse des sujets. Mais il y a aussi un autre point en termes de pour publier en fait, parce que généralement on fait des articles pour les publier. Donc la stratégie de publication évoque que ce genre d'articles qui sont constitués soit sur des études bibliométriques ou sur des méta-analyses, il faut avoir des articles qui sont publiés dans des revues indexées. Donc l'ouvrage c'est bien, mais toujours on est sur cette question de crédibilité scientifique en fait qui s'impose pour avoir une certaine publication. Bon, j'ai essayé le cas sur la différence entre étude bibliographique et méta-analyse. Étude bibliographique, ça se concentre sur un thème. Bon, c'était le cas de performance de l'entreprise publique. La méta-analyse, elle s'intéresse sur l'étude des relations. Donc si je veux par exemple travailler sur l'impact de la gouvernance sur la performance de l'entreprise publique, ça sera une méta-analyse et pas une étude bibliographique. Donc là, c'est juste une question de concept. Une question sur les outils qu'on peut utiliser pour la performance. Moi, je crois que le succès en fait du Balanced Scorecard, c'était les critiques. Parce qu'en fait, les articles qui sont beaucoup critiqués, ce sont les articles qui sont beaucoup cités. Donc, ce qui fait que dès le départ, lorsqu'on est en fait, on fait une petite recherche seulement sur Google Scholar, on va voir que le Balanced Scorecard, il est cité partout. Et il est trop critiqué, oui c'est vrai, mais le problème, je dirais en fait simplement, c'est déjà on n'a pas déterminé jusqu'à maintenant sa mission principale. Est-ce que c'est le pilotage ou bien la constitution ou même la conception de la stratégie? Parce qu'après, même dans le pilotage, bon, les Anglais font la différence entre making a decision and taking a decision, c'est-à-dire préparer une décision ou conceptualiser une décision et prendre une décision. C'est deux choses qui sont différentes. Contrairement, l'extension, elle était faite sur les indicateurs. J'ai pas cité en fait le nombre des indicateurs que j'ai trouvé parce que je peux dire qu'il y a plus que 400 indicateurs de performance qui sont utilisés. Les plus récents, en termes financiers, il y a l'économie value added et l'économie market added. L'économie market added, c'est-à-dire de voir la valeur ajoutée de l'entreprise dans le marché boursier. Et l'économie value added, c'est de voir la valeur créée de l'entreprise en interne. Mais ça évoque aussi le capital immatériel, ça évoque beaucoup d'éléments intangibles. Donc ça démontre qu'on a des entreprises publiques qui sont modernes, qui utilisent en fait les normes IFRS, qu'on peut après faire une certaine évaluation. Je crois que j'ai fait le tour sur Merci. Merci.